je pense que je peux commencer ma petite introduction, qui est du livre, et puis ensuite, il se passera des choses, et puis on t'écouteront beaucoup. Je ne vais pas dire ce qui va se passer, c'est pour ça que j'ai dit des choses. Donc, Fayrouz, moi, je chante l'humanité par Marjorie Bertin. Alors, il est des voix qui ne vieillissent pas. Des voix qui traversent les guerres, les frontières et les langues. Et la voix de Fayrouz fait partie de celle-là. Moi, je chante l'humanité. Ce titre n'est pas une déclaration. C'est une évidence. Dans ce livre, Marjorie Bertin n'écrit pas seulement l'histoire d'une chanteuse. Elle raconte une rencontre. La rencontre entre une voix et un monde. Entre une champenoise et une libanaise. Entre une écoute et une fidélité. Fayrouz a chanté les villages du Liban, ses montagnes, ses matins clairs et ses nuits blessées. Elle a chanté avec les frères Rahbani, puis son fils Zied, ouvrant sa musique à d'autres silences, d'autres fractures, d'autres modernités. Quand le Liban s'est déchiré, Fayrouz n'a pas choisi un camp. Elle a choisi de rester. Rester à Beyrouth. Rester dans le champ. Rester dans cette ligne fragile où la voix devient un refuge. Marjorie Bertin nous guide dans cette traversée avec plusieurs précisions. Avec pudeur et précision. Son écriture mène le regard de la chercheuse, la rigueur de la journaliste et l'émotion de l'autrice. Car Fayrouz n'est pas seulement un objet d'étude, elle est une présence, une voix qui réconforte, une voix qui fait du bien. À travers les photographies, les récits d'enfance, la figure aimée de la grand-mère, c'est tout un Liban intime qui se dessine. Un Liban de mémoire et de chant. Ce livre est un pont. Un pont entre Orient et Occident. Un pont entre la langue française et la musique arabe. Un pont entre l'histoire collective et l'émotion individuelle. Et peut-être est-ce cela au fond que Fayrouz nous a appris, qu'une voix peut tenir debout un pays et qu'écouter déjà, c'est résister. Merci. Voilà. Merci infiniment Laïla, bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravie d'être ici, je suis très honorée de cette invitation, de votre présence, de faire votre connaissance, de retrouver aussi des visages amis de plus ou moins longue date. Et vraiment, en fait, le livre est sorti il y a 1 an tout juste. Donc je trouve que c'est un cadeau d'anniversaire magnifique qu'être à Marrakech pour vous écouter, vous en parler éventuellement. Et voilà, je suis très 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 heureuse d'être parmi vous et je vous remercie infiniment. جايب لي سلام عصفور الحناين جايب لي سلام من عند الحناين جايب لي سلام عصفور الجناين جايب لي سلام من عند الحناين نفض جناحاته عشباك الدار مثل اللي بريشاته مخبي اسرار نفض جناحاته عشباك الدار مثل اللي بريشاته مخبي اسرار اللي عرماني غطيته حكاني اللي عرماني غطيته حكاني بعيونه الدبلاني شفت الهوى باين جايب لي سلام عصفور الجناين
جايب لي سلام من عند الحبايب شو اللي عتباني المحبوب ما بدك تطلي بعتله مكتوب وديله شي ورقة عليها كتيبة زرقاء ومرقيلي مرقة مطرح منه ساكن جايب لي سلام عصفور الجناين جايب لي سلام من عند الحناين من عند الحناين. Moi j'ai lu le livre, on en a parlé un petit peu avec Leïla. J'ai trouvé que, je pense, et ce qui est dit aussi, que c'est la première biographie écrite en langue française. Donc il met un petit peu cette biographie au niveau des gens qui n'ont pas la possibilité de l'avoir lu en arabe. Le livre retrace donc la vie de Fayrouz toute petite, l'endroit où elle a vécu, les premières chansons, etc. Et puis cette rencontre qui va faire d'elle ce qu'est Fayrouz avec les frères Ahmed. Donc c'est à ce moment-là que sa façon de chanter, le rythme de ses chansons va changer. Parce qu'ils vont introduire ce côté un peu occidental, ils vont le mélanger avec ce côté oriental et ça va donner des très belles chansons que nous connaissons de Fayrouz. Il y a aussi, il n'y a pas que, parce que Fayrouz en fait, il n'y a pas que les frères Rahbani, oui, ont changé sa façon de chanter, mais à l'intérieur de cette famille, il y a eu le mari, et puis il y a eu les enfants de Fayrouz. Et chacun de ses fils lui a donné un rythme nouveau, a ajouté quelque chose à ses chansons au dernier qu'elle a perdu il y a pas très longtemps. Donc chacun a apporté son savoir-faire dans la voix de Fayrouz. Ensuite, il y a aussi ce côté qui a été évoqué dans le livre, c'est que ce côté que Fayrouz chante l'humanité, d'ailleurs le titre, elle a chanté l'humanité, c'est-à-dire que quand il y a eu la guerre au Liban, Fayrouz n'a plus chanté pendant un moment. Peut-être que c'était pour ne pas prendre de position dans cette guerre, dans cette guerre civile qui a déchiré le pays. C'est-à-dire qu'elle a refusé de quitter le Liban, elle est restée et elle n'a rien dit. Donc, est-ce que c'était un message aussi pour dire ma position est là, je ne suis ni de ce côté ni de l'autre. Et donc, c'est quand on voit les choses comme ça, on a une admiration encore plus grande pour cette diva, pour tout ce qu'elle a apporté au monde arabe, au monde chrétien, au monde musulman, parce qu'il n'y a pas eu de clivage dans ces chansons. Donc voilà ce que j'ai pu retenir de ce livre, et puis lors de la discussion, il y aura sûrement des points qu'on soulèvera. Voilà. Merci. Merci. Alors, Fayrouz, comme ça a été dit, il y a cette touche occidentale qui fait que Fayrouz, c'est comme une passerelle entre l'Orient arabe et l'Occident. Elle chante beaucoup la nature, les villages, la vie de tous les jours. Et c'était Romi, qui est le papa de Majda Romi, qu'il avait découverte au début. Je pense qu'elle l'avait prise dans une chorale, dans une église. Donc, elle vient liturgique, etc. Et puis après la rencontre avec les Rahbani, ils en ont fait une affaire de famille. Il y en a pas beaucoup qui ont pu s'incruster dans cette configuration, à part Mohamed Abdelwahab le Grand, avec qui elle a chanté des grands poèmes comme Sakan al-Layl, qui me vient maintenant à la tête. Par exemple, le Grand Sombaté n'a pas pu s'incruster. Il y a 2 petites minutes sur YouTube, mais c'était juste des preuves et des essais. Ça n'a pas abouti. Et après le relais, en même temps, c'est pas le relais en fait, mais en même temps, il y avait son fils Ziad Rahbani
qui est, moi je le qualifie comme le Serge Gainsbourg un peu de la musique arabe. Parce que c'est un révolté, oui, il y a beaucoup de similitudes. C'est un rebelle, c'est un révolté, il ne l'a pas caché, et il en a fait sa musique, il en a fait son parcours, et avec sa maman, il lui a insufflé, parce que avec les Rahbani, son mari et le frère de son mari, donc son beau-frère, c'était toujours la fille docile, la petite amoureuse qui attend son amoureux, etc., etc. Après, Ziad Rahbani l'avait prise et il a montré une autre figure de notre Fayrouz. C'est une figure qui est un peu rebelle, qui chante par exemple Timrou alay, imrou mab timrou mab timrou. Je m'en fous si tu passes pas, je m'en fous. Elle n'est plus dans l'attente, dans cette configuration de la petite princesse, etc. Et voilà, qu'est-ce que je peux dire? À titre personnel, moi, je suis tellement amoureuse de Fayrouz. Quand j'étais en train d'accoucher de ma fille, j'écoutais du Fayrouz. Et quand elle est née, je l'ai appelée Fayrouz. Non. Moi, je vais vous dire un petit secret sur les noms d'auteurs qu'on aime. Il y a une personne qui aimait beaucoup Aswani et qui s'appelle Marjorie Bertin et qui, à la naissance de sa fille, elle lui a donné le nom d'un des personnages de Aswani. Hein? Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. J'aime regarder la fresque que vous faites, que vous représentez avec de très beaux sourires. Merci encore à Madame Leila pour l'opportunité. Merci à Madame Marjorie Bertin pour le livre. Je considère que quelle que soit la personne qui avait essayé de parler de Fayrouz, la personne aurait été obligée de parler d'elle en parlant de Fayrouz. Donc je crois que même en lisant votre livre, il y a une part de vous, comme le contenant, comme le verre et l'eau. Dans l'histoire de Fayrouz, que serait l'eau, il y a le verre que vous êtes, qui transparaît quand même dans l'histoire qu'on peut lire. Et j'ai beaucoup aimé l'écriture. Je me suis dit, est-ce que finalement, je n'ai jamais lu Assi et Mansour, mais je me suis dit, est-ce que vous n'avez pas un peu pris de la graine? Parce que lorsqu'on vous lit, on a l'impression de plonger dans un conte. Et c'est vraiment écrit vraiment comme une très belle histoire. Quoique vous avez veillé à garder un certain réalisme de certains faits. Donc il y a la beauté du conte et le réalisme de la vie véritable. Et ça c'est assez intéressant. Vous ne nous avez pas privé des drames, mais vous avez enjolivé l'histoire, pas en ajoutant, mais en exposant ce qu'il y avait de beau à l'intérieur. Et ça, c'était très, très agréable en parlant de paysages, avec les photos qu'on peut voir du Liban, de tout ce qu'il y avait tout autour. C'était vraiment agréable à regarder tout en lisant et tout. Et j'ai vraiment beaucoup apprécié ce côté-là. J'ai apprécié en particulier une partie où vous nous poussez à voir au-delà de ce qui serait simple de voir. Vous allez nous faire voir cette scène familiale où, je pense c'est Assi, non c'est pas Assi, le frère de Fayrouz, j'ai oublié son nom, qui va avoir peur du noir. Et puis le père va mettre quelque chose et puis Fayrouz va faire ça pour lui. Et après, et vous allez dire que c'est peut-être de là qu'il a reçu ce devoir-là de veiller sur elle tout le temps. Et c'était assez beau, vraiment. Toute l'écriture du livre est assez belle, la manière de conter l'histoire. On sent une passion même pour la personne. Et c'est agréable, ça nous permet de découvrir Fayrouz, de profiter de qui est Fayrouz, sans avoir l'occasion d'être en contact direct avec elle. Donc, merci beaucoup pour cela. Au-delà de cela, dans l'histoire même de Fayrouz, la première des choses qui m'a interpellé, ce me semble, qui m'a interpellé, c'était surtout, j'ai envie de dire, la fragilité du destin. Le fait que tout pouvait arriver. Elle aurait pu ne pas rencontrer ce qu'elle a rencontré. Elle aurait pu ne pas passer dans cette radio. Elle aurait pu, sous la pression paternelle, ne pas aller dans cette école de musique. Elle aurait pu ne pas se former et tout ça. Mais elle a fait quand même. Des petites choses de l'histoire l'ont amenée à devenir ce qu'elle est devenue. Et je me suis dit, dans le village où elle était, et dans d'autres villages, combien de Fayrouz en devenir ils sont restés. Et je me suis dit, waouh, c'est vraiment important
donner l'opportunité aux gens d'exprimer qui ils sont. Il y a beaucoup de personnes qu'on n'a pas pu découvrir parce qu'ils n'ont pas eu cette opportunité-là d'exposer ce qu'elles étaient à l'intérieur d'elles-mêmes. Et en réalisant ça, je n'ai pas pu m'empêcher de penser à certaines jeunes filles au Maroc qui se retrouvent dans un foyer. Je pense que beaucoup de gens ici connaissent le foyer, n'est-ce pas? Dans lequel beaucoup de jeunes filles au Maroc qui viennent de certains villages se sont regroupées. Et je ne peux pas m'empêcher de dire merci à la personne qui prend soin d'elle pour l'opportunité qu'elle donne à cette jeune fille. Ce sont probablement des Fayrouz en devenir, peut-être pas uniquement dans la musique, mais dans plein de choses. Et elles apporteront parce qu'on leur a donné l'occasion de sortir de l'incertitude de la vie pour se découvrir et faire découvrir ce qu'elles sont. Donc vraiment merci pour cela. Et merci aussi parce que moi j'ai eu l'opportunité d'être dans le salon depuis des années. Et je ne sais pas combien de fois j'ai reçu des lumières de tous les intellectuels et tous les romanciers qui sont passés ici. D'autres sont là dans le public, d'autres sont absents, mais ça a été un privilège aussi pour moi, donc j'ai pu m'enrichir aussi, donc merci pour cette opportunité. Et à part ce côté, une des choses qui m'a marqué, c'est cette détermination aussi intrinsèque à Fayrouz. Certes, elle avait les opportunités, mais elle était elle-même attachée à son art. Elle était attachée à son art, elle a travaillé encore et encore. Même lorsqu'on voit la longévité de sa carrière, ça témoigne d'un attachement et d'une persévérance, d'une capacité à se découvrir et à se redécouvrir. Encore et encore, même on voit avec son fils Ziad, le changement de direction artistique. Et elle ne s'arrête pas, elle ne se dit pas non, je suis habituée à ça, mais elle se redécouvre. Et elle nous fait redécouvrir une autre facette de la musique. Et tout ça m'a fait penser à... Ça a été vraiment pour moi comme, je sais pas, comme une leçon, comme une forme de petit coaching de Fayrouz indirectement. Je me suis dit, si Fayrouz était là, qu'est-ce qu'elle m'aurait dit? Qu'est-ce qu'elle nous aurait dit? De par son expérience de vie, je me suis dit, elle nous aurait forcément dit de veiller à nous connaître nous-mêmes, à découvrir ce qu'on a en nous. Ça me fait penser à une phrase qui était un dicton pour le Socrate de Platon. Cette phrase on dit qu'elle était sur le temple d'Apollon à Delphes, connais-toi toi-même. Le grec en question dit gnotiseaton. C'est pas connaître dans le sens d'apprendre qui tu es, mais c'est comme reconnaître qui tu es en toi. Et je me dis c'est vraiment important d'avoir l'occasion pour nous jeunes de reconnaître qui nous sommes, de nous découvrir et ensuite de travailler, de vivre un peu ce que Nietzsche va appeler l'éternel retour. Vivre de telle manière que si on te redonnait l'occasion de vivre, tu allais choisir ton ancienne vie comme la meilleure des vies. Et je pense que c'est ce que Fayrouz a fait. Elle s'est donnée à fond dans sa carrière, elle s'est donnée à fond dans son art. Elle a fait d'énormes choses et elle a su rester discrète. Elle a su rester elle-même, elle a su rester pleine d'amour. Je pense aux dernières pages qui parlent justement de cet amour du prochain là. Moi, en tant que chrétien, je me suis reconnu en elle dans cette façon de faire les choses et c'est agréable. Vraiment, merci pour ce témoignage. Qui a fait, en fait, elle ne s'est pas contentée de faire une biographie de Fayrouz. Elle a voulu aussi montrer le rôle de l'art comme pont entre les peuples, etc. C'était un point important qui me tenait à cœur, parce que ça c'est très important, montrer le rôle de l'art qui peut faire un pont entre les peuples, les cultures, etc. Et ça, je voulais le noter, j'ai oublié de le dire tout à l'heure. Ok, Voilà. merci. Bravo. Alors, qui voudrait encore dire quelque chose de la salle? Oui, allez, si vous laissez d'accord, pêche. Merci d'avoir programmé Fayrouz dans cette belle soirée. Et je veux tout simplement rebondir sur ce que Madame vient de dire, cet établissement de pont entre culture et plutôt entre peuples. Je me rappelle très bien, lors de la guerre civile au Liban, de quelqu'un qui avait le micro pour dire, je le dis en arabe, je le traduis en français, et puis c'est rattrapé en français, il n'y a plus rien qui unit le Liban. Et c'est rattrapé pour dire, on n'a que Fayrouz. On a fait. Voilà. Donc ça me voulait dire. Merci.
Bon, écoutez, je voulais vous remercier de ce livre. Tout simplement, Leïla me l'a donné avant-hier. Je veux dire, au fond, écouter, réécouter comme un disque, comme une chanson, votre livre. Et la première remarque que je fais, si vous voulez, j'ai découvert les textes de ces chansons. Il y en a un qui m'a bouleversé, et que je me relis à moi-même depuis 2 jours, je vous assure. J'ai tellement envie de le lire devant vous. Si tout à l'heure, je le lirai. Non, parce que je ne vais pas vous ennuyer avec ça, avec ma propre obsession. Donc merci déjà pour ça. Parce que ces textes sont d'une grande qualité poétique et humaine extraordinaire. Vraiment. Donc, c'est la première chose. La deuxième chose, j'ai trouvé votre livre extrêmement bien écrit, extrêmement fluide, avec une qualité très très importante, c'est que vous entrelacez toujours l'histoire humaine, individuelle, et la grande histoire. Et ça, j'ai trouvé ça formidable. Et cette grande histoire, vous savez, j'ignorais certaines choses, notamment, j'étais bouleversé lorsque vous évoquez Djamila Bouhired, c'est-à-dire la guerre d'Algérie, et cette femme qui était membre du FLN, qui a été arrêtée, qui a été torturée, puis ensuite graciée par le général de Gaulle, et puis qui s'en est tirée, je dirais. Mais donc, cette histoire-là, moi je suis né en Algérie, donc ça remuait beaucoup de choses. Et puis aussi, vous parlez de son implication politique précise, notamment vis-à-vis des Palestiniens et de cette fidélité au peuple palestinien qu'elle a chanté et célébré dans ses chansons. Et il y a aussi son engagement envers le Liban, ce qui était très très beau. Je sais que les Libanais m'en parlent souvent de cette femme. Je crois que c'est en septembre 1994 lorsqu'elle a chanté sur la place des Martyrs, parce que les Libanais ont besoin d'elle, ont incarné elle, ont eu besoin de s'incarner en elle. Parce que le Liban, s'il y a un pays éparpillé, dissocié, morcelé, c'est bien celui-là. Donc il n'y avait que Férouz, il n'y a que Férouz. Déjà, vous parlez de... Elle fédère tout le monde, mais elle fédère déjà, avant tout, le Liban. Le Liban, qui toujours était au bord de la rupture, au bord de l'hébétement définitif, un pays qui ne tient qu'à un fil, et qui continue à tenir à un fil. Et donc Férouz est aussi importante hier, aujourd'hui, peut-être et j'espère demain, pour le Liban, avant de l'être pour le monde arabe et pour le monde entier. Donc elle fédère par sa chanson, elle fédère. Et j'ai regardé ses portraits. J'ai longtemps regardé ses portraits d'elle et j'étais très ému parce que je me disais, il y a quelque chose qui échappe de cette femme malgré tout. Qu'est-ce qui échappe? Qu'est-ce qui échappe de cette femme? Parce qu'il y avait une extrême tenue, une extrême dignité, une sorte de sophistication parfois aussi, dans son maintien, dans son absence totale de sourire. Et en même temps, je la regardais, je me disais, c'est une femme en même temps très très humaine, très tenue et en même temps très humaine, avec un corps et une posture et un maintien total, donc sous les yeux de tous les autres, et en même temps un regard infiniment triste, comme s'il y avait quelque chose au fond, très au fond d'elle-même qu'elle ne dira jamais, qu'elle a essayé de chanter, mais qu'on ne connaîtra pas. Alors, vous parliez d'icône tout à l'heure, c'est le mot même d'icône qui est un mot qui devient désuet, je pense. Il n'y a plus d'icône parce que le monde ne veut plus d'icône. C'est tout un monde qui a disparu avec elle, bien sûr. Mais c'est un mot important, le mot d'icône. Parce que moi, alors du coup, j'ai découvert Férouz grâce à vous. Pour moi, c'était juste un nom. Non, c'est vrai. C'était un nom, c'était des chansons, parfois. Je ne suis pas un très grand mélomane. Mais là, j'ai dit, quand même, cette femme qui s'est adaptée à tout, à toutes les situations politiques, à toutes les situations musicales aussi.
elle n'est pas simplement, parce que il y a quelque chose aussi que j'ai découvert dans le livre, elle était comme figée dans le statut iconique. Quand on parle de Feyrouz, de son nom, quand on évoque son nom, comme Kaltoum, elles sont figées. Or, on voit combien cette femme s'est adaptée à tous les styles musicaux, notamment grâce à son fils, qui l'a orienté vers le jazz, vers le groove, et comment elle a pris le risque quand même de se moderniser. C'est pour cela, ça n'empêche un peu d'être une icône, parce que dans le mot icône, il y a quelque chose de statufié. Or, on voit que cette femme a toujours refusé d'être statufiée. Elle a refusé d'être statufiée parce qu'elle, justement, elle aimait trop la musique. C'était Barbara qui disait dernièrement, j'en ai assez d'être fonctionnalisée par de faire toujours mon concert en janvier, ma tournée en janvier. J'ai écouté dernièrement. Elle aussi, elle a toujours refusé d'être de marbre. Et c'est pour cela qu'elle est vivante. Donc moi, je vous remercie de m'avoir donné cette émotion-là. Et moi, j'ai lu ces textes, vraiment, je suis ébloui. Et donc, je les ai lus, j'aimerais maintenant écouter. Maintenant, quand je les entendrai, je saurai quelle est leur signification. Donc, je les écouterai avec encore plus d'émotion qu'avant. Donc, merci à vous. C'est quoi? Non, mais attendez, c'est un peu long, mais j'ai aimé, je ne peux pas résister au plaisir de le lire. Je t'ai aimé pendant l'été, par temps froid. Vous connaissez par quoi? Si. Quelqu'un va vous la chanter. Alors, attendez, vous connaissez, c'est pas la peine de lire. Non, Vas-y, on a retenu la chanson. Oui, vas-y, Mais oui, parce que ça me fait tellement plaisir, c'est très égoïste de ma part. Vas-y, ça me fait. Je t'ai aimé pendant l'été, par temps froid, par temps pluvieux. Le trottoir est comme un lac et la rue est inondée. Une fille sort de sa vieille maison. Il lui dit de l'attendre. Elle l'attend dans la rue. Il s'en va, l'oublie. Elle se fane sous la pluie. Je t'ai aimé pendant l'été. Je t'ai aimé pendant l'hiver. Je t'ai attendu pendant l'hiver. Tes yeux sont l'été. Les miens sont l'hiver. Nos retrouvailles, mon amour, vont au-delà de l'été et au-delà de l'hiver. L'inconnu est venu et m'a donné une lettre écrite par mon amour avec des larmes de tristesse. Je l'ai ouverte, ces lettres se sont perdues. Les jours ont passé, les années nous ont éloignés, et les lettres du message ont été effacées par la pluie. Je t'ai aimé pendant l'été, je t'ai aimé pendant l'hiver, je t'ai attendu pendant l'été, je t'ai attendu pendant l'hiver. Tes yeux sont l'été, les miens sont l'hiver. Nos retrouvailles, mon amour, vont au-delà de l'été et au-delà de l'hiver. Bravo, on va l'écouter. أيام البرد أيام الشتي والرصيف بحيرة والشارع غريب تيجي هاك البنت من بيت العتيق ويقول انطريني وتنطر عالطريق ويروح وينساه وتتبل بالشتي حبيتك بالصيف حبيتك بالشتي نطرتك بالصيف نطرتك بالشتي وعيونك الصيف وعيون الشتي ملقانة حبيبي خلف الصيف وخلف الشتي. Yes. Le salon de Leila Bindi nous permet de nous retrouver autour de superbes créations littéraires et artistiques. Après avoir démarré
cette année-là avec Yacine Adnan, qui nous a parlé de son livre, qui est une anthologie de la poésie palestinienne, et tout ça au décours de 2 années de tueries et de massacres à Azla. Je crois qu'aujourd'hui, on se retrouve à l'occasion peut-être du Festival du film de Marrakech, autour de Marjorie Bertin et de ce superbe petit livre, Fayrouz. Moi, ce qui m'a interpellé, c'est que le titre résume finalement. Le titre, Moi je chante l'humanité, et m'a interpellé à plus d'un titre. Il faut dire que nous avons grandi dans la Médina de Marrakech, autour de nos écoles primaires, collèges, mais aussi autour des cinémas qui étaient à l'intérieur de la Médina. Il y avait le cinéma Eden, il y avait le cinéma Razala, il y avait le cinéma Mbroka, le cinéma Atlas et le cinéma Marhaba et Zohra. Je n'ai jamais mis les pieds à Marhaba, mais je connais les autres. Et vous savez que dans ces cinémas-là, on nous projetait 2 films avec une séance d'entracte. Et avant que la séance ne commence, on était, comment dirais-je, arrosé par des chansons de Mohamed Abdelwahab, de Abdel Halim Hafid, de Kultoum et de Fayrouz. Donc, vous nous avez un petit peu, personnellement, vous m'avez ramené à mon enfance et à mon adolescence. Fayrouz m'a interpellé quand on a commencé à la voir sur la télé. À ce moment-là, on se disait, c'est quand même une voix profonde qui venait d'ailleurs, du Liban, mais on était davantage avec Moukeltoum, Abdel Halim Hafid, Mohamed Abdelwahab. Et j'ai été interpellé par la chanson de Mohamed Abdelwahab, Ya Jarat al-Wadi, et qui avait été reprise par Fayrouz en 1967, au décours de la guerre du 6 juin. Donc vous voyez que finalement cette histoire de Occident-Orient, pour nous le monde arabe, les frontières ont été abolies grâce à l'art, grâce à la musique, grâce à la chanson. J'ai aussi découvert que Fayrouz n'était pas simplement la chanteuse, la diva, l'autre diva, mais aussi participer à des pièces de théâtre et d'opéra. Et donc on voyait ça à la télévision marocaine, quand elle passait des bonnes choses, en noir et blanc. Mais on était scotchés à ce spectacle féerique, avec, comment dirais-je, un ballet musical, de chorale, de danseurs et danseuses libanais et syriens. Et franchement, Fayrouz est quelque chose de tout à fait spécial dans notre culture musicale et artistique. Sakan al-Layl, par exemple, Jarat al-Wadi, Sahar, tout ça, Mohamed Abdelwahab, c'est quand même quelque chose d'assez spécial, enfin très spécial pour nous. Mais quand il a donné à Fayrouz l'occasion de chanter ses compositions, et n'oublions pas que Mohamed Abdelwahab était aussi un grand chanteur. On disait chez les spécialistes, et Youssef nous en parlait, Mohamed Abdelwahab pouvait aller jusqu'à 14 maqam, comment vous dites? Les gammes. Alors que Fayrouz est limité, point de vue gamme. Les modes. Fayrouz, il est à 9-10. Et Abdelwahab était à 14 gammes. Donc c'est quand même quelque chose de fabuleux. Et malgré cela, il propose des choses à Fayrouz. Et ça a fait quand même comment dirais-je, on dira des tubes.
C'était de grands succès. Et quand vous dites « je chante l'humanité », qu'est-ce que c'est que l'humanité? On est en droit de se poser cette question. Eh bien, c'est finalement ça, nous retrouver autour d'un livre écrit par une Française, pour et autour d'une chanteuse libanaise qui a pris au Maroc, à Marrakech. Donc, je crois que finalement, l'humanité, c'est à travers l'art. N'est-ce pas, mon cher Mahi? Uniquement. C'est l'art qui permet de relier, de mettre ensemble les uns et les autres. J'entendais parler de l'Occident et de l'Orient. Je n'ai jamais senti que Fayrouz était occidental. Bien sûr, il y avait une manière d'orchestration de Rahbani qui était légère, qui était aérienne, qui emportait avec des petites chansons courtes. Alors que Mohamed Abdel Wahab, c'était quand même Moukheltoum, n'en parlons pas. On avait pour la soirée. Mais Fayrouz nous interpellait par cette présence sur scène où on ne voyait bouger que ses lèvres. Ni les sourcils, ni le front, pas de grimace. Et donc, c'était impressionnant. Et je crois que ceci est en rapport avec ses origines. Il a commencé dans une chorale à l'église où il chantonnait, enfin il chantait la liturgie pendant la messe. Et j'ai eu l'occasion de visiter Beyrouth une fois. Effectivement, Beyrouth, c'est pas... Et le Liban, un petit pays accroché en flanc de montagne, une forêt, le cèdre, et puis tout de suite le bleu de la Méditerranée. Je crois que effectivement, Fayrouz ne pouvait être que cette beauté de la nature, entre montagne, forêt, neige, plage, et le bleu. Oh, mon cher ami. Un lecteur. C'est pas de ma faute. Non, non, c'est pas de ta faute, je sais. Excusez-moi. Assieds-toi, mon ami. Pourquoi je te gardais ta chaise pour ça? Donc, je disais, le fait de nous retrouver autour de ce livre, petit livre, artistiquement bien fait, bien présenté, avec un titre pareil, autour d'une dame, Fayrouz, wa ma adraka ma Fayrouz, ça nous permet à nous de sortir de ces, comment dirais-je, ces positionnements pour ou contre, puisque Fayrouz fait l'unanimité. Merci beaucoup. J'ai préféré écouter les différents intervenants et j'étais sûr qu'ils allaient dire ce que je pensais aussi et du livre et du choix de Fayrouz. Et c'est un... Comment dirais-je? J'ai du mal à parler parce qu'il y a... Quand on lit le livre, quand on a suivi un petit peu et la voix et l'histoire personnelle de Fayrouz, il reste une inconnue, Fayrouz reste un mystère. Et c'est peut-être ce mystère non dévoilé qui fait le charme de toute sa vie et de toute sa création. Et le livre ne perce pas ce secret, et tant mieux. Et j'ai peut-être une question plus personnelle par rapport à l'auteur, parce que on ne choisit pas d'écrire sur un auteur parce qu'on a été à la suite du monde arabe, etc., qu'il y a quelque chose de très profond qui a travaillé peut-être même avant de se rendre dans votre enfance, dans votre histoire personnelle. Et il y avait un appel de l'Orient, et c'est peut-être qui a conduit vos pas vers la suite du monde arabe pour découvrir de l'intérieur la culture arabe. Et vous avez sûrement, quand on découvre une culture, quelque chose à dire. Vous avez trouvé que Fayrouz est peut-être le meilleur guide dans la culture arabe et celle qui la représente surtout par les temps modernes. Je ne sais pas si il y avait quelque chose aussi qui vous a appelé, et c'est peut-être aussi comme l'a fait Fayrouz en partant de son village pour devenir une chanteuse universelle, et que vous-même aussi. Les destins parfois se croisent sans qu'on le sache, et qu'il y a sûrement
aussi un secret ou un appel qui a amenez-vous pas au monde arabe, c'est-à-dire la culture arabe, et Fayrouz en particulier, parce que Fayrouz nous a fait prendre conscience, nous ici, nous sommes dans l'Occident musulman. Nous sommes dans l'Occident du monde arabe, et souvent, on n'a pas idée de ce qu'est le Moyen-Orient, de ce qu'est le dialogue et aussi la vie communautaire du Moyen-Orient. Nous avons des chrétiens aussi au Maroc, mais pas autant qu'en Syrie, pas autant qu'au Liban, pas autant qu'en Palestine. Et le public, quand il a découvert Fayrouz, il a découvert que le monde arabe n'est pas seulement mono-religieux, et qu'il partage, et que les trois monothéismes coexistent dans les pays arabes, chose exceptionnelle qui n'existe pas ailleurs. Souvent, il y a deux religions judéo-chrétiennes et ça s'arrête là. Le monde arabe, par sa nature, est un creuset de ces trois cultures. Et ce n'est pas un hasard si une voix singulière, celle de Fayrouz, puisse émerger dans ce bouillon de culture. Alors, ma question c'est, qu'est-ce qui vous a conduit à la culture arabe? Parce que vous êtes allé dans cette culture, parce que vous avez été attiré dans votre parcours personnel. Et je pense que vous avez, en choisissant d'écrire sur Fayrouz, vous avez écrit sur toutes les dimensions que je viens d'aborder brièvement dans mon intervention. Alors, ma question est très personnelle. Il y a quelque chose chez vous, consciemment ou inconsciemment, qui vous a conduit à cette culture et je suis curieux parce que le livre ne me le dit pas, mais le livre me le souffle. Merci. Je vous remercie infiniment. Alors, ce qu'il y a de formidable avec l'inconscient, c'est que je peux vous répondre que je ne sais pas pour ce qui est de mon inconscient. En tout cas, ce qui est absolument certain, c'est que tous les pays du monde arabe que j'ai visités, je m'y suis sentie vraiment très bien. Et je me sens particulièrement bien au Maroc. Alors, je sais pas si c'est rationnel, hein, mais j'aime énormément les gens. J'ai beaucoup d'amis ici, des intellectuels, des artistes, des gens qui œuvrent pour les autres chaque jour que Dieu fait. Et moi, je me sens particulièrement bien ici et très souvent dans ma vie, mieux avec des Marocains ou avec des Libanais, des Syriens, bien mieux qu'avec des Français. Comme oui. beaucoup de Français. Et pour le reste, je ne sais pas. Mais c'est une question que beaucoup de gens me posent et que je me pose à moi-même depuis très longtemps. Mais tout simplement, j'aime beaucoup. Je trouve que, je sais pas, vous êtes un pays et des gens formidables. Il y a des gens qui sont fous de l'Italie. Pourquoi pas être fous du Maroc ou du Liban? Peut-être que c'était Mektoub. Exactement. Et qui sait ce qui va se passer? Alors, bonsoir tout le monde, bonsoir Madame Marjorie Bertin, c'est un plaisir de vous rencontrer ainsi que tout le monde ici, tous les présents et les présents du salon. En tant qu'ancien du salon, j'ai le plaisir de faire partie du rayonnement littéraire et culturel du salon de Tata Leila. Alors, en lisant le livre... Les étudiants m'appellent Tata Leila. Moi aussi. Alors, donc le livre est beau, est très artistique, donc c'est vraiment intéressant qu'on voit que vous êtes intéressé par la culture libanaise, par la culture arabe. Mais par contre, ce qui m'a vraiment un petit peu interpellé, c'est le fait que vous avez commencé par dire, en disant que Fayrouz est la dernière icône du monde arabe. Alors là, avant d'essayer d'interpréter ça, de décrire en fait ce que je ressens vers ce que vous avez dit, j'aimerais en fait écouter de votre part ce que vous en dites, ce que vous en pourriez plutôt parler. Est-ce que vous pouvez préciser ce que vous voulez dire par la dernière icône? Parce que déjà
Fayrouz est une icône, bien sûr, et elle est légendaire et tout, mais en tant qu'une personne qui appartient au monde arabe, je dirais que nous avons toujours dans l'art contemporain moderne, nous avons de grandes icônes arabe. Donc elle est désormais pas la dernière, mais elle est l'une des plus grandes icônes, bien sûr. Mais dans le monde arabe aujourd'hui, on trouve Elissa, on trouve Asala, on trouve Nancy, on trouve pas mal de divas, de chanteuses et tout. Donc ce que je voudrais en fait vous en parler, c'est pourquoi avez-vous dit la dernière icône du monde arabe? Est-ce que le monde arabe en fait est maintenant est-ce que c'est fini les divas, fini les légendes, les icônes du monde arabe ou pas? Qu'est-ce que vous voulez plutôt dire à partir de ce petit passage pour plus en fait pour interpréter ça d'une manière objective, voilà. Et merci. Merci à vous. Non, merci à vous. Peut-être que par dernière, je dis dedans dernière icône vivante, je crois. Il me semble que c'est ce que j'écris, en s'inscrivant dans une lignée de grandes chanteuses défuntes. Ce qui veut dire que c'est la dernière vivante d'un ensemble de femmes qui ont été des pionnières, qui ont tracé des sillons, qui ont fait des choses extraordinaires, qu'il s'agisse d'Asmahan, princesse russe qui se retrouve à 12 ans à apprendre la musique, à jouer avec les plus grands, à devenir une rivale potentielle Kalsoum. Il y a Kalsoum aussi. Toutes ces grandes chanteuses pionnières qui ont bercé le monde arabe et des millions de personnes pendant des décennies, il se trouve que oui, en l'occurrence, de toute cette constellation, c'est la dernière vivante. Ce qui ne veut pas dire que c'est la dernière, mais en tout cas de cette lignée qui a marqué l'histoire de cette manière aussi longtemps, oui. Et donc voilà, c'est en ce sens-là, et rien ne nous dit qu'Elissa ne sera pas une icône dans 40 ou 50 ans, mais je pense que ça prend du temps d'obtenir une aura quasiment sacrée dans le fond. Il y a un mot qui est très à la mode pour parler de ces grandes chanteuses, c'est l'idée diva depuis quelques années. On entend beaucoup ça et moi ça me gêne toujours un petit peu parce qu'il y a quelque chose qui serait comme un peu inaccessible, un peu capricieux, un peu au-delà de... Et ce que je trouve absolument magnifique chez Fayrouz, c'est qu'elle appartient absolument à tout le monde. Et qu'on soit très pauvre, qu'on soit très riche, qu'on soit très cultivé ou pas du tout, qu'on soit... elle appartient à tout le monde et c'est une icône fédératrice aussi dans le sens où on peut... vous pouvez discuter avec des gens... Un juif qui vit à Jérusalem ou à Tel Aviv va aimer Fayrouz. Un chauffeur de taxi à New York peut aimer Fayrouz. Enfin, c'est quelqu'un qui est resté un exemple de dignité. Et moi, dans le fond, c'est vraiment le point de départ de ce livre. J'étais très touchée par ce que vous disiez, docteur, et par ce que vous chantiez, madame, quand vous chantiez Al-Krot tout à l'heure. Je vous remercie. Par votre maman. Parce que je pensais au point de départ du livre. En fait, moi, ça faisait 10 ans à peu près que j'avais envie d'écrire ce livre et j'osais pas, parce que je trouvais ça bien prétentieux, de la part d'une petite Française, champenoise, bien blanche. D'ailleurs, j'ai la pression d'être devant vous, je vous raconte pas. Et vraiment. Et parce que, si vous voulez, moi je trouvais ça très prétentieux en me disant, c'est pas ma culture, c'est pas ma langue. Il y a des millions de gens qui connaissent infiniment mieux le sujet que moi. Simplement, j'avais rêvé pendant des années de lire un livre sur Fayrouz et puis je me disais ça va bien venir. Il y avait Lamia Ziadeh qui avait publié un livre magnifique qui s'appelle Aux nuits aux mes yeux. Je me disais bon, elle va forcément faire un livre sur Fayrouz, attendons. Et puis j'ai attendu et puis elle l'a pas fait. Et puis le temps passait comme ça et moi c'est ma chanteuse préférée donc je l'écoutais tout le temps. J'ai commencé à apprendre à lire l'arabe pour pouvoir comprendre les paroles de ses chansons. Et puis j'avais toujours ce rêve-là dans un coin de ma tête et il se passait rien. Et puis il y a eu le 7 octobre. Et après le 7 octobre, j'étais plongée comme beaucoup de monde, dans un abattement profond, dans une période qui était vraiment particulièrement sombre
pour chaque être humain, et une période qui aussi racontait quelque chose du monde arabe qui ne correspondait absolument pas à ce que moi, de ma petite expérience, j'en connais. Et j'étais profondément déprimée et je me disais, mais qui d'autre que Fayrouz peut faire du bien aux gens? Qui d'autre, justement, qui a une telle aura, qui a vendu des millions de disques dans le monde entier, est capable de dire à des chrétiens, à des musulmans, à des juifs, à des laïcs fervents, aimez-vous et restez dignes. Et un enfant est un enfant et Jérusalem appartient à tous. Et je me suis dit, voilà, peut-être que c'est le moment de faire ça, mais pour raconter l'histoire de cette femme, pour montrer cet exemple, ce que vous soulignez tout à l'heure, Yvan, aussi de courage, de ténacité, de travail, de persévérance dans un monde elle vient d'un milieu très, 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 très modeste, et elle s'est faite toute seule. Elle a appris à chanter en écoutant la radio du voisin parce que ses parents n'avaient pas les moyens d'avoir une radio. Et elle disait dans une rare interview qui est très mignonne parce que elle est très pudique, mais ça la fait un petit peu rire, que le voisin arrêtait pas de se plaindre quand il rentrait du travail parce que lui il voulait dormir, il travaillait la nuit et le matin il entendait cette petite fille qui chantait. Et bon, s'il avait su, le voisin. Donc voilà, c'est pour toutes ces raisons. Je vois, parce que Fayrouz, elle est emblématique et tout. Mais c'est une autre question? Non, c'est juste c'est juste en fait une petite remarque. Tant qu'il a le micro, il peut faire ce qu'il veut. Non, ma question c'est que comment auriez-vous réagi, Madame Marjorie Bertin, si quelqu'un avait écrit Edith Piaf est la dernière icône de la France? J'aurais pas vivante. Mais parce que là, parce qu'elle est archi morte, Edith Piaf. Alors, en l'occurrence. Parce que j'ai pas compris le contexte donc de la première lecture. Le contexte n'est pas clair. Quand vous dites en fait Fayrouz est la dernière icône du monde arabe, on ne contextualise pas qu'elle est vivante ou morte. Vous voyez? Ah, je crois que c'est écrit vivante. Hein. Et je crois que je développe après pourquoi. Il me semble quand même. Je veux pas dire de bêtises, mais il me semble. C'est la première page. Non, je parle en fait de la première lignée. Ah oui, mais après il y en a des centaines d'autres. Ok, donc voilà. C'est bon. Voilà. C'est bon. Merci beaucoup, madame. Bien, merci. Et est-ce qu'il y aurait une question dans la salle avant qu'on passe soit à Hanan, soit à Jean-Noël? C'est une question tout à fait matérielle. Je ne veux pas pour le micro. Je n'ai pas réussi à trouver le livre. Est-ce que vous pouvez me dire où je peux le trouver? Eh bien, vous savez, monsieur, elle nous en a ramené On a pu en ramener avec nous de France une vingtaine qu'on a mis à la librairie Le Ghazali qui est présente avec nous ce soir. Et ils sont partis comme très vite. Et voilà. Et ce qui fait qu'on se retrouve. Je me suis contenté de l'oral. Je me suis contenté du... oui, très bien. Bon, c'est pas grave, quelques autres voix, très jolies voix. Ok? Oui, elle est déjà. Une petite question. Oui. La forme du livre, est-ce que c'est un choix? Parce qu'en fait, moi, quand je l'ai eu dans la main, j'ai dit, tiens, on dirait une pochette. Mais c'est une pochette, je crois. Oui. On l'écoute. En fait, l'idée, c'était que le livre est édité par Isabelle Saya Bodis, qui est la veuve de Dominique Bodis, l'ancien président de l'Institut du monde arabe. À une époque où moi j'ai travaillé à l'Institut du monde arabe, quand je suis arrivée à Paris, je connaissais absolument rien du monde arabe. J'ai eu la chance d'y travailler comme libraire et d'avoir Dominique Bodis comme président. Et il se trouve que, donc moi j'étais petite libraire, tout ça, et il était français et il avait vécu dans différents pays arabes pendant plusieurs années et il parlait arabe. Et ça représentait quelque chose des relations entre la France et le monde arabe que je trouvais très beau. Et lorsque j'ai
pris mon courage à deux mains pour écrire ce livre, j'ai spontanément pensé à aller voir Isabelle Sayabodis en premier parce que elle fait des livres que je trouve très jolis, à des prix qui sont pas, je voulais pas d'un livre qui coûte 20, 25 euros, 200, 250 dirhams, je trouvais ça très gênant et j'aime justement que ce soit un format disque qui permet aussi beaucoup de photographies et de collages. Ça s'appelle un format disque. Et ça s'appelle un format disque et elle a édité un très beau livre sur Kalsoum aussi dans cette collection. Et qu'on a déjà En fait, écouté. Excusez-moi, en fait, c'est toute une collection qu'on peut trouver dans cette porte de livres. Oui, il y a Kalsoum, Dalida et Fayrouz. Ah, d'accord. Donc, c'est voulu. Et Kultoum, j'ai déjà invité, il faut juste qu'on trouve un petit... Ah oui. Ça va être merveilleux. Merci. 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 Alors, on va d'abord écouter Jean-Noël. مساء الخير. مساء برائحة الورد والعطر، مساء برائحة الأمل والحب، مساء برائحة العطاء والتبادل الثقافي. Bon, alors bonsoir tout le monde. C'est avec beaucoup de plaisir que je prends la parole aujourd'hui. Ça fait une année, presque une année que j'ai pas assisté à vos salons, Madame Leïla. Alors, pour évoquer l'ouvrage Moi je chante l'humanité de Madame Marjorie Bertin, une œuvre profondément humaine, sensible et évoquée. Dans cet ouvrage que j'ai lu avec beaucoup d'amour, Marjorie Bertin nous propose une réflexion poétique et lucide sur l'humanité, ses fragilités, ses contradictions, mais aussi sur sa capacité à résister, à aimer et à espérer, à travers une écriture à la fois engagée et empreinte d'émotion. Notre autrice donne une voix à l'humain dans ce qu'il a de plus universel, la quête de dignité, le besoin de solidarité et le refus de l'indifférence. Ce n'est pas seulement un texte à lire, mais un texte à ressentir qui interpelle le lecteur et l'invite à s'interroger sur sa propre place dans le monde. Ce livre apparaît ainsi comme un véritable chant, au sens noble du terme, un chant pour l'humanité, mais aussi une invitation à la conscience, à la responsabilité, plutôt à la responsabilité collective. Alors, Madame Marjorie, alors non, ma question c'est, qu'est-ce qui vous a poussé à écrire ce livre? Allez, go, yes, oui, oui. Moi, je chante l'humanité et à faire de l'humanité elle-même le cœur de votre œuvre. Une deuxième question, si vous permettez. Pourquoi avoir choisi le verbe chanter pour évoquer l'humanité? Et merci.